Bonjour Monsieur Grindorge, pouvez-vous nous présenter votre parcours professionnel s'il vous plaît? Je vais essayer de le décrire brièvement. Euh, D'abord, j'ai une formation de juriste et de politiste et je suis rentré relativement tôt sur le marché du travail puisque j'ai passé un concours administratif et j'ai dans un premier temps travaillé à la préfecture de Haute-Normandie sur la planification régionale, époque durant laquelle était créé un établissement public nouveau qui s'appelait l'établissement public de la Basse-Seine, dont l'activité était de constituer des réserves foncières au profit des collectivités locales, de façon à éviter les effets de la spéculation pour les équipements. Je suis resté dans cet établissement public une quinzaine d'années, et à la suite de ça, cherchant une autre activité, j'ai eu recours à des personnes avec lesquelles j'avais travaillé, notamment Jean-Eudes Roulier, qui était au groupe central des Villes Nouvelles et qui m'avait orienté vers un de ses anciens collaborateurs qui s'appelait Gérard de Senneville. Et à cette époque-là, il y avait une mission qui se mettait en place, qui s'appelait la mission Urbain 2000. Et Gérard de Senneville m'a fait confiance et nous avons monté de toutes pièces cet instrument qui existe encore aujourd'hui. J'ai eu le privilège, je dirais, pendant toute ma vie professionnelle, de travailler avec des gens pour qui j'avais la plus haute estime et à peu de cas près. Hein, tant les directeurs de l'EPBS, pendant que moi j'en étais le secrétaire général, que les présidents d'Urbain 2000, Georges Mercadal et Pierre Maillet, avec qui j'ai toujours eu une entente tout à fait claire. Voilà, si vous voulez, pour résumer les choses brièvement. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la Prédim et quel est le rôle d'Urba 2000 dans la Prédim? Alors, l'après-DIM, ça veut dire plateforme de recherche et d'expérimentation pour le développement de l'innovation dans la mobilité. Ça, c'est la traduction actuelle du sigle, mais au départ, c'était limité à l'information multimodale. Il faut se replonger une douzaine d'années en arrière, à une époque où on commençait à parler assez largement de multimodalité, de coordination des transports, d'intermodalité, le fait que les personnes puissent utiliser plusieurs moyens de transport pour faire un même parcours. C'était des choses nouvelles et on se trouvait dans un contexte où chacun agissait en fonction de ses propres intérêts, tant les opérateurs de transport que les collectivités territoriales géraient leurs propres affaires sans s'occuper du territoire voisin. Et le but de l'après-DIM, c'était d'une part de bien identifier les recherches et les domaines de recherche les plus porteurs pour l'avenir, et d'autre part de sensibiliser les territoires pour qu'ils agissent d'une manière beaucoup plus coordonnée. Si vous agissez d'une manière plus coordonnée, vous agissez également d'une manière beaucoup plus économiquement rentable, puisqu'on peut mutualiser un certain nombre de développements, un certain nombre d'expérimentations. Alors l'époque a beaucoup changé, puisque si on prend l'étape d'aujourd'hui, on a un phénomène qui a complètement bouleversé les choses, qui est Internet, et qui permet le téléphone mobile, et qui permet aujourd'hui à tous ces systèmes dits de transport intelligent d'avoir une efficacité accrue et de le faire dans un contexte beaucoup plus intéressant pour à la fois l'usager et l'opérateur et la collectivité locale. Donc c'est une action essentiellement de coordination, l'après-DIM. Nous n'agissons pas par nous-mêmes, mais nous faisons en sorte que l'action des uns et des autres, les actions des uns et des autres, puissent être bien coordonnées, se mutualiser les unes avec les autres, s'épauler les unes les autres. D'accord. Je sais qu'il y a un thème qui vous tient particulièrement à cœur, c'est le troisième mode. Qu'est-ce que c'est Le troisième mode, c'est pas le premier mode et c'est pas le second mode, comme dirait M. Lapadis, mais d'autres le diront autrement. C'est l'idée, si vous voulez, qu'il existe un mode dominant de la fin des années 2000, qui est la voiture, deuxième partie du XXe siècle, la voiture individuelle,
voiture autosoliste, comme dirait Pierre Maillet, et d'autre part, un autre mode qui est le transport en commun, le transport collectif. Mais depuis une dizaine d'années, on voit apparaître de façon sporadique dans un premier temps, et aujourd'hui beaucoup plus précise, de nouveaux services de transport. Pour citer le plus extrême, on travaille aujourd'hui sur ce qu'on appelle le cybercar, c'est-à-dire un véhicule qui est totalement automatisé, qui peut circuler par lui-même sans faire appel à un conducteur, et que certains préconisent comme étant le transport du futur pour assurer la liaison par rapport au transport traditionnel. Mais il existe d'autres modes, comme l'autopartage, dont on entend parler aujourd'hui. Partager la même voiture, si vous faites un trajet à un seul dans une voiture ou à quatre dans une voiture, le coût énergétique n'est pas le même et les émissions ne sont pas les mêmes. Le vélo, pour ne parler que du vélo, puisqu'aujourd'hui c'est devenu un mode que toutes les villes partagent, vélo en libre service, location de vélo électrique de longue durée, etc. Et là aussi, on voit apparaître un petit peu partout, et le partout concerne non seulement des territoires français, mais également des expériences étrangères, on voit apparaître un peu partout ce type de service, mais on n'a pas encore une idée de ce que peut être le modèle économique de ce type de service, comment ça interfère sur le comportement des usagers. Et le travail qu'on conduit au niveau de la Prédim, c'est de faire apparaître tous ces éléments, tous ces communs dénominateurs qui pourraient qualifier le troisième mode. Très bien. Bah, écoutez, merci monsieur. Merci beaucoup monsieur Guindarge.